La marine américaine domine les océans du monde depuis des décennies. Peu de gens contesteraient qu'elle reste de loin la force navale de loin la plus capable de la planète en matière de projection de puissance navale en haute mer à l'échelle mondiale. Sa capacité à déployer simultanément d'importants groupes de frappe au Moyen-Orient, dans les Caraïbes et dans l'Indo-Pacifique parle d'elle-même. Mais soyons francs, ces dernières années, ces nouveaux projets révolutionnaires de construction navale ne se sont pas toujours déroulés comme prévu, pour le dire gentiment. En particulier, le navire de combat littoral, LCS, la frégate de classe Constellation et le destroyer de classe Zumwalt ont tous été présentés comme des systèmes de nouvelle génération lors de leur conception. Mais ces programmes très médiatisés ont finalement été abandonnés, seuls quelques navires prévus ayant été construits. Cependant, tout n'a pas été vain, du moins dans le cas de l'un d'entre eux, le destroyer furtif et high-tech de classe Zumwalt. L'une des plus grandes erreurs de la marine a trouvé une nouvelle utilité, transformant potentiellement un éléphant blanc évident en le navire de guerre le plus meurtrier de la flotte américaine, un porteur de missiles hypersoniques. Voici comment ces nouveaux missiles redonnent vie à la classe Zumwalt et pourraient enrichir l'arsenal de la marine avec les missiles hypersoniques. Cette décision est innovante, d'actualité, et exactement ce qu'il fallait. Comme l'a écrit il n'y a pas si longtemps l'analyste chevronné et ancien membre du personnel du Congrès Brandon J. Weichert, l'échec du destroyer de la classe Zumwalt peut se résumer en 2 mots, un désastre total. Bien sûr, ce n'était pas censé se passer ainsi. La classe Zumwalt, nommée d'après l'amiral Elmo Zumwalt, chef des opérations navales de 1970 à 1974, était censée répondre de manière décisive à un profil de menace émergent pour un avenir prévisible. Nous étions en 1991. La guerre froide venait de se terminer brusquement, après l'effondrement de l'Union soviétique, et la marine a réévalué ses priorités. Plutôt que de s'opposer à une superpuissance rivale, elle devrait désormais affronter des menaces régionales dispersées et littorales, plutôt que des menaces en haute mer. Ainsi, l'accent a été déplacé de la guerre anti-sous-marine en haute mer vers la projection de puissance dans les environnements côtiers et proches du littoral. Le programme des destroyers Arleigh Burke assure la défense de la flotte, optimisé pour survivre en haute mer, face à des adversaires équivalents, rôle qu'il remplit toujours admirablement. Mais pour contrer ces nouvelles menaces littorales, la marine avait besoin d'une plateforme différente, capable de délivrer des tirs précis et massifs contre des cibles terrestres, et des menaces asymétriques, comme les vedettes rapides, mines et missiles anti-navires à courte portée. Le concept original s'appelait le Destroyer d'attaque terrestre, DD-21, qui a évolué vers le programme DDX au début des années 2000. Le programme DDX a ensuite mené à la classe de destroyer Zumwalt, une plateforme multimission axée sur la furtivité, l'automatisation et des systèmes énergétiques puissants. En février 2008, le contrat initial de 1,4 milliard de dollars pour commencer la construction du navire de tête, l'USS Zumwalt, également connu sous le nom de DDG-1000, a été approuvé. Le plan initial prévoyait la construction d'un total de 32 navires. 2 autres ont finalement été construits. L'USS Michael Mansour, ou DDG-1001, et l'USS Lyndon B. Johnson, ou DDG-1002. Mais les 3 ont finalement été mis en service plus de 10 ans après que la marine ait officiellement abandonné les 29 restants. En observant le navire aujourd'hui et en lisant ses caractéristiques principales, il reste difficile de comprendre pourquoi, car il demeure aussi révolutionnaire que prévu. L'une des exigences principales était une faible surface équivalente radar ou SER, pour repousser de nombreuses menaces asymétriques maritimes, aériennes et terrestres, tout en frappant des cibles au sol. Il faut rester invisible le plus longtemps possible. La classe Zumwalt y parvient, bien qu'elle soit plus grande que tout autre destroyer ou croiseur de la marine. Elle a une longueur de 610 pieds, une largeur de 80,7 pieds, un tirant d'eau de 27,6 pieds, et déplace environ 15 656 tonnes. À titre de comparaison, le croiseur de classe Ticonderoga a une longueur de 567 pieds, une largeur de 55 pieds, un tirant d'eau de 34 pieds et un déplacement d'environ 9600 tonnes. Le modèle actuel de destroyer de classe Arleigh Burke, le Flight 3, a une longueur de 509,5 pieds, une largeur de 66 pieds, un tirant d'eau de 31 pieds et un déplacement légèrement supérieur de 9700 tonnes. Comme vous pouvez le voir, bien qu'il ait une longueur et une largeur nettement supérieures, le Zumwalt a un tirant d'eau plus faible que le Ticonderoga et l'Arleigh Burke lors des opérations normales. C'est voulu et correspond parfaitement à son profil de mission littorale. Les Zumwalt disposent aussi d'un système de ballastage unique, ajustant en continu le tirant d'eau
au fur et à mesure de la consommation de carburant, assurant la stabilité propre à leur coque à franc-bord inversé. Et cette signature est encore réduite à la taille d'un petit bateau de pêche grâce à la coque unique du navire. La classe Zumwalt a une coque perce-vague dont les flancs s'inclinent vers l'intérieur, au-dessus de la ligne de flottaison. Cette configuration dévie les ondes radar entrantes loin de leur source, réduisant considérablement la SER du navire par rapport aux coques conventionnelles, avec des flancs verticaux ou inclinés vers l'extérieur. Cela a un aspect futuriste. Elle affronte une menace très moderne, mais ce n'est finalement pas un concept si nouveau. Ce design, courant sur les navires de guerre jusqu'au début du XXe siècle, a presque disparu de la construction des principaux navires après cette période. L'étrave inversée permet aux navires de fendre les vagues, mais ce design a été abandonné pour des raisons de stabilité. Le choix d'une coque à étrave pénétrante et franc-bord rentrant pour la classe Zumwalt a donc suscité de vives controverses chez les officiers de la marine. Ils ont soutenu que si une vague frappe le navire par l'arrière alors qu'il pique du nez, il pourrait perdre sa stabilité transversale lorsque la poupe sort de l'eau et chavirer. Mais ces craintes ont été définitivement dissipées lors d'un déploiement en Alaska en 2019. Le commandant à l'époque, le capitaine Andrew Carlson, a fait venir son officier en second de sa cabine pour l'informer qu'ils étaient en état de mer 6, c'est-à-dire des vagues de 4 à 6 mètres. L'officier en second a été surpris. Il pensait qu'ils étaient au maximum en état de mer 3, ce qui signifie des vagues de 0,5 à 1,2 mètres de haut. C'est d'autant plus impressionnant vu la force avec laquelle le navire devait affronter ces vagues. Maintenant, il produit un total de 104 600 chevaux, ce qui permet d'atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds. C'est une puissance énorme pour un navire de combat de surface, bien supérieure à celle des destroyers actuels. La conception de la coque n'apporte pas que stabilité et vitesse, elle maximise aussi la furtivité. Cela inclut la superstructure du pont, où se trouvent capteurs, radars et espaces de commandement. Des panneaux et poutres, en vinyle ester renforcé de fibres de carbone, ont été utilisés pour réduire le poids, et la signature radar. Ces structures d'environ 900 tonnes mesurant 47 mètres de long et plus de 15 mètres de haut sont les plus grands assemblages maritimes entièrement composites jamais construits. À l'intérieur comme à l'extérieur de la superstructure se trouve un ensemble de capteurs actifs et passifs, conçus pour des opérations multimissions, notamment la détection de menaces aériennes, de surface et sous-marines. Cet ensemble de capteurs alimente le Total Ship Computing Environment, un système de gestion de combat à architecture ouverte et distribuée développé par Raytheon. Il intègre les systèmes radar, sonar, de guerre électronique et d'armement pour une prise de décision en temps réel et des réponses automatisées. Donc, les Zumwalt sont aussi avancés qu'ils paraissent. Rassembler toute cette technologie et innovation sur un seul navire a un coût croissant, bien plus élevé que prévu. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la marine a décidé de tout arrêter. Le coût d'acquisition initialement prévu pour chacune des 32 unités était d'environ 1,4 milliard de dollars. Mais les coûts ont rapidement augmenté, entraînant un franchissement du seuil prévu par l'amendement Nunn-McCurdy en juin 2010 lorsque le coût unitaire a dépassé la base initiale de plus de 15%. Bien que moins de fonctionnalités et d'unités aient été retenues, les coûts ont encore augmenté. Par exemple, General Dynamics, la société qui a construit la classe Zumwalt, a dû dépenser 40 millions de dollars pour une installation spéciale afin de les construire. Le coût final a atteint 22,5 milliards de dollars pour les 3 navires en avril 2016. Cela fait une moyenne de 7,5 milliards de dollars par navire, si l'on inclut les dépenses de recherche et développement, qui étaient à l'origine destinées à être amorties sur 32 navires au lieu de 3. 3. À titre de comparaison, l'Arleigh Burke Flight 3 coûtait environ 2,2 à 2,5 milliards de dollars par navire, soit moins d'un tiers du coût du Zumwalt. Un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de classe Virginia Block 5 ou 6 coûte entre 4,3 et 4,8 milliards de dollars par navire. Cela correspond au coût des porte-avions Nimitz américains, mais reste environ un tiers inférieur à celui de la classe Zumwalt. Alors, préféreriez-vous avoir un sous-marin nucléaire avec un Arleigh Burke ultramoderne en prime, ou un Zumwalt expérimental ? Si vous choisissez le sous-marin nucléaire, vous rejoignez la marine et le Congrès, surtout depuis que le canon principal du Zumwalt est inutilisable. L'Advanced Gun System de la classe Zumwalt, ou AGS, se composait de 2 canons navals de 155 mm, calibre 62. Le problème, c'est qu'il a été conçu exclusivement pour le Long Range Land Attack Projectile, ou LRAP, une munition guidée de précision destinée au bombardement côtier à longue portée, avec une portée de 83 milles nautiques.
Le navire pouvait transporter 335 obus par canon, soit 670 obus, mais avec un compartiment de stockage supplémentaire pour 320 obus, il pouvait transporter un total de 990 obus. Ça a l'air génial, mais pas à 800 000 à 1 million de dollars par obus, niveau auquel le coût unitaire a grimpé. Le développement des obus a finalement été annulé parce que le coût avait tellement explosé. Pour aggraver les choses, le rayage spécialisé à palan du canon et le système de chargement automatique sont incompatibles avec un Morbine, avec les munitions standards de 155 mm. Donc, sans autre type de munitions disponibles, les destroyers naviguaient effectivement sans leur principale arme offensive. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient complètement désarmés. Les Zumwalt étaient également équipés du système de lancement vertical périphérique MK57 ou PVLS. Le système se compose de modules de cellules VLS, 80 au total répartis autour de la coque extérieure du navire, avec une fine coque extérieure en acier et une coque intérieure épaisse. Cette conception oriente la force des explosions vers l'extérieur, limitant la perte de capacité de missiles au seul module touché. Il accueille des missiles d'attaque terrestre Tomahawk, des missiles SM-2MR pour la défense aérienne locale, des missiles Evolved Sea Sparrow contre menaces aériennes et maritimes, ainsi que le lancement vertical, des roquettes anti-sous-marines pour engager les menaces sous-marines. 2 systèmes de canons MK46 de 30 mm assurent la défense à courte portée contre les petites menaces de surface. Mais sur un navire de guerre, à quoi sert une défense puissante si l'offensive est inexistante ? Maintenant, si vous recherchez des mises à jour quotidiennes de l'actualité et des analyses approfondies sur les développements militaires et géopolitiques les plus importants, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Sur The Military Show, vous trouverez certains des contenus militaires les plus détaillés, précis et pertinents sur YouTube. Maintenant, la marine a trouvé une solution ingénieuse au problème de l'offensive. Les installations AGS inutilisables ont disparu. À leur place, 4 grands tubes modulaires de charge utile avancée ont été installés, chaque tube de 87 pouces pouvant contenir 3 missiles, et pas n'importe quel missile. Les navires de la classe Zumwalt sont en cours de réaménagement pour utiliser le système de frappe rapide conventionnel, ou CPS, une arme hypersonique à lancement par fusée, et vol plané capable de parcourir plus de 1700 miles. C'est une nouvelle capacité de frappe non nucléaire, ultra rapide, capable de percer les défenses modernes et de répondre presque instantanément aux menaces émergentes. Le CPS fait partie d'une famille de nouveaux missiles hypersoniques que Lockheed Martin développe. Le CPS pour la marine, le Long Range Hypersonic Weapon, ou LRHW pour l'armée de terre, et l'Air Launched Rapid Response Weapon, ou ARRW, un missile air-sol pour l'armée de l'air. Le CPS de la marine et le LRHW de l'armée de terre partagent le même corps planant hypersonique commun, ce qui permet de réduire les coûts, d'accélérer le développement et de simplifier les futures améliorations. Le CPS associe une propulsion par fusée puis l'exploitation des forces aérodynamiques en vol plané. Cette conception permet des frappes plus rapides, à plus longue portée et manœuvrables, avec une meilleure survivabilité face aux défenses ennemies. En mai 2025, la marine a annoncé avoir mené avec succès un essai en vol, de bout en bout, depuis le sol à la base de la force spatiale de Cap Canaveral, en utilisant une méthode de lancement à gaz froid. En d'autres termes, le moteur fusée s'allume après que le missile a quitté le silo. C'est une étape importante, comme l'explique le vice-amiral Johnny R. Wolfe Jr. La méthode du gaz froid permet à la marine d'éjecter le missile de la plateforme et d'assurer une distance de sécurité au-dessus du navire avant l'allumage du premier étage. La classe Zumwalt en transportera désormais 12 et cela change la donne. Cela transforme la classe Zumwalt d'un navire de soutien côtier inefficace en une plateforme de frappe furtive de premier plan à longue portée, particulièrement cruciale pour d'éventuels conflits dans le théâtre du Pacifique. Les armes hypersoniques peuvent manœuvrer à des vitesses dépassant 1 mile par seconde, ce qui les rend bien plus difficiles à tank à détecter et intercepter que les missiles balistiques ou de croisière classiques. Elles permettent aussi aux commandants de frapper jusqu'à 1700 miles au-delà de la portée des défenses aériennes ennemies. Pourquoi est-ce si important ? Selon Jerry Hendricks, capitaine de la marine à la retraite et ancien membre du Pentagone, aujourd'hui chercheur principal à l'Institut Sagamore, ces navires pourront le faire avec une grande précision, bien au-delà de la zone de tir qui menace le reste de la flotte. Encore mieux, grâce à leur faible signature radar, ils pourront opérer beaucoup plus facilement dans des régions où les adversaires pratiquent des stratégies de déni d'accès, qui pourraient tenir les autres plateformes de distance. En résumé, le temps de réaction de l'ennemi sera considérablement réduit. Un missile Tomahawk met environ 1 heure pour atteindre une cible située à 500 miles.
Le CPS atteindra la même cible en 10 minutes. Il peut parcourir la distance de Guam au détroit de Taïwan en seulement 30 minutes. On ignore encore réellement l'ampleur de son impact final. On sait que le système utilise une ogive similaire à celle du missile hypersonique terrestre Dark Eagle, le corps planant hypersonique commun, ou CHGB. Il a été rapporté que l'ogive du Dark Eagle pèse moins de 13,6 kg. Beaucoup de drones FPV ukrainiens, à 500 $, en transportent davantage. Mais la principale force destructrice ici est assurée par l'impact cinétique du véhicule hypersonique. Selon les militaires, le missile est conçu pour détruire une zone de la taille d'un parking. Donc, on peut supposer que le poids de l'ogive indique qu'il s'agit essentiellement d'une charge explosive conçue pour disperser les éléments de frappe, afin qu'ils atteignent des cibles sur une zone donnée. Les Zumwalt peuvent aussi servir de bases avancées pour missiles hypersoniques à Hawaï, éventuellement avec des sous-marins aux capacités comparables. Les prochains à être équipés de munitions CPS sont les sous-marins de la classe Virginia Block V, où le stockage des missiles sera rendu possible par l'ajout de 4 silos supplémentaires dans le module de charge utile Virginia. Pour ce nouveau profil de mission, une autre amélioration majeure est prévue. La modification de l'endurance en carburant et du rayon d'action. Face à la montée de la Chine et à la modernisation de l'armée populaire de libération, les 3 destroyers Zumwalt ont été réaffectés pour lancer des missiles hypersoniques sur des cibles stratégiques. L'extension de l'autonomie opérationnelle du Zumwalt et de sa capacité à rester en zone de mission ne fait que renforcer cet ensemble de missions. Ces modifications transforment les réservoirs de ballast d'eau de mer existants du navire, afin d'augmenter la capacité de carburant. D'autres changements visent aussi à accroître la quantité de carburant embarqué par la classe Zumwalt lors du ravitaillement, pour s'adapter à l'augmentation du stockage. Cela signifie que les premières plateformes de frappe hypersonique de la marine pourront rester en mer plus longtemps, et c'est une capacité qui sera cruciale pour les missions de dissuasion contre les adversaires dans l'Indo-Pacifique. On comprend aisément pourquoi la marine veut relancer le Zumwalt avec des armes hypersoniques, et comment ce nouveau rôle s'intègre dans la stratégie américaine, surtout dans l'Indo-Pacifique. 12 missiles hypersoniques suffisent-ils à expliquer cet enthousiasme? Ou va-t-on encore engloutir des milliards dans le piège des coûts irrécupérables? Il faudra attendre pour le savoir. Heureusement, nous n'aurons pas longtemps à attendre pour une première évaluation. L'USS Zumwalt devrait apparemment être remis en service plus tard, en 2026. Après 3 ans en cale sèche, on l'a vu plus tôt cette année partir pour des essais en mer, les autres destroyers de la classe Zumwalt seront également modernisés au même niveau, en temps voulu. Les travaux de modernisation du 3e navire de la classe Zumwalt, l'USS Lyndon B. Johnson, ont déjà commencé. Le démontage de l'affût d'artillerie avant et d'autres travaux visant à retirer l'équipement excédentaire ont déjà été achevés. Et le navire devrait reprendre du service au moment où le 2e navire de la classe, l'USS Michael Mansour, entrera en cale sèche en 2027 pour une maintenance programmée. Donc, nous verrons bientôt quelle différence les armes hypersoniques font sur les flots, et pas seulement en théorie. Nous aurons aussi l'occasion de voir si l'autre défaut majeur de la classe Zumwalt a été résolu lors du passage en cale sèche. Des problèmes de fiabilité persistants. Dans une certaine mesure, c'est à prévoir étant donné l'intégration complète de technologies non éprouvées. Le système de propulsion électrique intégré et l'automatisation poussée, par exemple, ont entraîné des pannes d'équipement fréquentes. Lors de ses premiers essais en mer, en décembre 2017, l'USS Mansour a rencontré des problèmes de propulsion dus à l'infiltration d'eau de mer dans les composants électriques, ce qui a écourté les essais et finalement retardé sa livraison. Dans un autre exemple marquant, une panne de propulsion s'est produite lors du passage par le canal de Panama en 2016. Cet événement a révélé des faiblesses dans la distribution électrique et les matériaux composites liés à la furtivité, entraînant des besoins élevés de maintenance et une disponibilité opérationnelle réduite. Ces problèmes de jeunesse ont été amplifiés par la dépendance à des systèmes nouveaux, sans validation suffisante en mer. Il est certain que d'autres problèmes de jeunesse surviendront avec l'installation du système CPS, toujours en développement, ce qui ajoutera des milliards à une facture déjà exorbitante. Le système CPS ne sera pas bon marché. Ainsi, si certains saluent le nouveau rôle de Zumwalt, d'autres s'interrogent sur la pertinence de cette reconversion face à son coût et aux ressources engagées. Même si tout se passe bien et que le nouveau Zumwalt devient le navire le plus redoutable de la marine américaine, il n'y en a que 3, et il n'y en aura jamais plus. Quel impact réel 3 navires peuvent-ils avoir sur la flotte, surtout face aux plus grands destroyers de classe Arleigh Burke et aux futurs bâtiments prévus par la marine ?
Si les coûts de la mise à niveau hypersonique restent dans les prévisions, ce qui reste incertain vu l'historique du Zumwalt, l'intégration du CPS pourrait ajouter environ 452 millions de dollars par navire de la classe Zumwalt. Disons 1,5 milliard de dollars pour les trois. Peut-être que cet argent pourrait être mieux utilisé ailleurs. De plus en plus d'experts estiment que l'ère des gigantesques porte-avions et destroyeuses à plusieurs milliards touche à sa fin, laissant place à une ère dominée par les navires de guerre sans équipage. L'Ukraine a essentiellement forcé la flotte russe de la mer Noire à quitter la partie occidentale de la mer Noire en utilisant des drones aériens et navals. Les États-Unis, quant à eux, ont dû faire face directement aux drones et missiles antinavires iraniens et houthis, tout en poursuivant leurs opérations dans le golfe Persique, le golfe d'Aden et la mer Rouge. Pour ces 1,5 milliard de dollars, la marine pourrait acheter environ 5 grands navires de surface sans équipage armés de missiles, ou LUSV, où elle pourrait acquérir environ 25 drones de surface polyvalents de taille moyenne, ou encore une douzaine de sous-marins autonomes à longue portée. La flotte hybride offrirait une masse accrue, une détection répartie et un risque humain moindre comparé à une seule plateforme habitée de grande valeur. Mais cela réduirait la puissance à très longue portée d'un Zumwalt armé d'armes hypersoniques. C'est-à-dire, si cette fois-ci cela finit enfin par fonctionner comme la marine s'y attend. Nous suivrons les développements. Alors abonnez-vous pour rester informé. En attendant, regardez cette vidéo et décidez par vous-même si le porte-avions est déjà obsolète ou non.